Bonjour. Bonjour. Merci. On voit les courageux du samedi matin, c'est bien. Ah ouais, bah ouais, je sais, ouais. Je sais. J'attends que... Ça va? Ouais. En place. Bah ouais, tu vois, ready. Excellent, excellent. Bonjour. On est vos amis. Ah ouais, tout de suite. Tout le monde est réveillé? Donc bonjour, Pascal Joguet, qui était avec nous déjà l'année dernière à la première édition du Sound Village. Alors, je vais vous présenter un peu le Sound Village. C'est une association de malfaiteurs. Non, c'est une association locale. Donc suite à une rencontre dans le Festival, on a eu envie de monter une association pour raconter l'histoire de la musique électronique, transmettre notre passion. Donc ça s'est traduit par différents modules, genre de newsletter, genre des conférences, genre des DJ schools, etc., etc., tout ce que vous pouvez retrouver dans le programme. Pascal Joguet aujourd'hui va donc nous faire une conférence sur l'improvisation en musique électronique. Parce qu'effectivement, quand on regarde les artistes sur scène au niveau électro, il y a des moments où on se pose des questions par rapport à ce qu'on voit, ou ce qu'on entend, ou ce qu'on ne voit pas. Est-ce que c'est déjà tout tracé? Enfin, il y a souvent eu des rumeurs sur certains groupes où on débauche de matériel et en fait les gens pensent que c'est tout enregistré. Ça c'est pour la partie technique. Après pour la partie créative, bon, j'imagine que vous allez développer l'histoire. Pour information, Pascal Joguet donc, a inventé un synthétiseur, un contrôleur. Je vais en parler, hein, je vais présenter Voilà, voilà, donc qui suis. applaudissements pour Pascal Joguet, s'il vous plaît. Merci. Merci Yann. Bah, merci déjà à vous deux hein, pour l'opportunité, c'est sympa. Donner la parole à des gens comme moi. Je fais partie des gens un peu dans l'ombre de la musique électronique, mais je suis dans ce milieu-là depuis maintenant une vingtaine d'années, déjà, largement même. Je vais vous expliquer un peu qui je suis pour commencer, histoire que quand on mette un peu, que vous compreniez ce que je vais vous raconter et pourquoi je vous raconte ça. Que vous ne me preniez pas trop pour un huluberlu, même si ça risque d'arriver quand même. Donc je vais vous raconter un tout petit peu ma vie, pas trop longtemps, mais un petit peu, vous montrer un petit peu les réalisations que j'ai fait jusqu'à présent. Et puis après, on essaiera de rentrer dans le propos et dans le sujet. J'essaierai de vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce thème, puisque j'ai eu carte blanche sur le thème, donc c'est moi qui ai choisi de faire de la conférence sur ce thème-là. C'est un thème qui m'est de plus en plus cher, parce que, comme l'a dit rapidement Yann, je trouve qu'il y a une forme de saturation artistique qui s'est produite durant les 5-10 dernières années, et qu'on est en train on commence à avoir un peu de renouveau, des choses très intéressantes, et je vais essayer de l'expliquer au travers de l'histoire de la musique électronique et aussi des outils et des instruments qui sont à la disposition des musiciens, et en essayant d'expliquer un petit peu ce qui s'est passé depuis le début de la musique électronique, où on en est aujourd'hui et où est-ce que ça va, où est-ce que ça doit, je ne sais pas, aller dans le futur proche. Enfin, en tout cas, ce qui est ma vision à moi et ce que je défends moi en tant que fabricant d'instruments. Voilà. Voilà ce que je vous propose. Alors après, le format, il est assez libre. J'ai des slides en support, mais c'est pas un déroulé. Je ne vais pas vous faire une présentation, un déroulé comme ça linéaire. Hein. On va y aller. Je vais sauter. Je les utilise comme support, mais l'idée c'est vraiment de vous passer ma vision par rapport à l'improvisation dans la musique électronique, et puis d'être après peut-être sur des questions-réponses à la fin,
Enfin voilà, que ce soit assez interactif et puis qu'on puisse débattre aussi, parce que normalement c'est un sujet qui amène un peu à débat. On en a discuté hier soir avec les copains et ça a fini en débat houleux sur voilà, ce qu'est la musique, et pourquoi on l'a fait, et c'est quoi, voilà. Donc j'espère qu'on ira jusque-là. Euh, non, il faut pas? C'est trop tôt? Ok. Ok, donc je suis Pascal Joguet. Alors, je vais vous expliquer rapidement ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'ai un parcours dans la musique, je fais de la musique depuis que je suis tout petit. J'ai fait un peu comme beaucoup de gens une école de musique. Alors j'ai fait 15 ans de piano classique, j'ai fait de la flûte traversière, j'ai fait du solfège pendant très longtemps. Et puis arrivé à 18-20 ans, on commence à en avoir marre, donc on arrête de suivre le parcours. Et puis moi, j'étais attiré par le jazz à cette époque-là. Alors j'ai pris des cours de jazz, j'ai commencé à faire un peu de piano jazz, à jouer un peu dans des groupes de rock, de machin, enfin un peu comme tous les gens qui apprennent la musique. Et à côté de ça, et à côté de cette formation musicale vraiment très classique, une passion pour la technique, pour tout ce qui a voilà, j'ai tout démonté quoi, chez moi. Quoi. Donc, donc je fais partie de ces gamins qui démontent tout à la maison et qui ne savent pas forcément le remonter. Mais voilà, j'ai cette appétence pour la technologie et la technique. Et puis, donc, d'un point de vue cursus, entre guillemets, universitaire, j'ai un bac scientifique et après je suis parti en fac de sciences, je savais pas trop quoi faire là-bas, mais j'y étais. J'y suis resté 5 ans pour même pas réussir à avoir ma licence, donc vous voyez que c'était pas très productif. Mais à côté de ça, j'étais au conservatoire, je suis de Bordeaux, j'étais au conservatoire de musique à Bordeaux, je me suis inscrit en classe de composition électroacoustique, donc c'était un endroit où on pouvait à la fois faire de la musique et à la fois accéder à du matériel qui, moi, dans ma famille, n'existait pas. C'était à savoir des tables de mixage, des sampleurs, des magnétos à bande, voilà, des effets en tout genre. Et donc, je me suis éclaté là-bas parce que je pouvais enfin toucher tout ce matériel, quoi. Et puis j'ai décidé finalement d'essayer de marier mes deux passions, que sont la musique d'un côté et la technologie de l'autre. Et je me suis dit, bah tiens, je vais faire ingénieur du son, c'est vachement bien, parce que du coup, j'ai à la fois de la technique, à la fois je suis dans la musique et tout ça. Donc j'ai fait une école d'ingé son à Paris qui s'appelle la SAE. Et là, j'étais dans mon élément, quoi. Je me suis dit, bah ça, c'est vraiment pour moi, c'est super chouette, j'adorais tout ça. Et puis tout de suite, juste après, j'ai travaillé à l'IRCAM, pour ceux qui connaissent, donc l'Institut de recherche à Paris, qui travaille notamment sur toutes les problématiques et tous les sujets musicaux au sens large du terme. L'Institut qui a été monté par Pierre Boulez. Alors il est très axé musique savante, on va dire, hein. Même si ça commence à s'ouvrir en ce moment, mais il y a quand même beaucoup de musique savante à l'intérieur. Mais en tout cas, il y a plein de gens qui travaillent, il y a plein de scientifiques qui ont plein de domaines de recherche super intéressants. Et alors moi là-bas, je n'étais pas scientifique, mais je touchais un peu à tout, je voyais tout ce qui existait. Et puis j'ai surtout travaillé dès la fin des années 90 avec des ordinateurs. C'était le début des ordinateurs personnels. Et donc, avec l'ordinateur, on peut faire énormément de choses. Mais moi, il y avait un truc personnellement qui me frustrait énormément. C'est que moi, je voulais faire de la musique avec les ordinateurs. Mais je voulais pas avoir un clavier et une souris, quoi. Je trouvais ça trop limitant en termes d'interface avec l'ordinateur. L'ordinateur est capable de faire plein de sons, de trucs géniaux. Et à partir des années 2000, il commence à pouvoir le faire en temps réel. Mais on a accès à un clavier et une souris qui est quand même pas très adapté pour faire de la musique, quoi. Et donc m'est venu à ce moment-là avec un ami, on discutait de tout ça, toutes ces problématiques, et puis nous est venue l'idée de dire, mais en fait, ce qui serait génial, ce serait de pouvoir fabriquer son propre contrôleur. Alors il y avait déjà des contrôleurs MIDI, hein, pour ceux qui connaissent tous les claviers MIDI, etc. C'était le début, il y en avait pas mal. C'était beaucoup des claviers type piano, mais il n'y avait que ça comme interface. Et moi, je trouvais que c'était un peu stupide d'utiliser une interface de piano, c'est donc les touches blanches et noires, c'est un truc qui a plus de 400 ans. On utilise le même truc avec un ordinateur qui est super moderne, quoi. Donc je trouvais ça complètement nul. Et je voulais, moi, avoir des contrôleurs qui soient aussi créatifs et aussi modulaires que ce qu'on a dans l'ordinateur. Parce que dans l'ordinateur, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Il y a vraiment tout un tas de trucs modulaires et chacun y va à sa sauce. Et il nous est venu comme ça l'idée de travailler sur finalement un écran tactile où on pourrait manipuler finalement le logiciel en temps réel, comme ça, comme on voudrait.
Donc j'ai fait un premier appareil il y a maintenant un petit moment, puisque ça a commencé en 2002 et on a sorti le produit en 2005, qui s'appelle le Lémur. Alors je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler de ça. C'est ce produit-là. Voilà. Alors, ça ressemble pas à grand-chose. Maintenant, ça fait vraiment dinosaure. Hein. C'est 2005, donc c'est pas si vieux que ça, mais c'est avant l'ère de ces machins-là, d'accord ? Donc à cette époque-là, il n'y a pas de smartphone, il n'y a pas de tablette, et nous, on est 3 mecs à Bordeaux et on développe un produit qui est finalement le premier écran tactile multitouch du monde, quoi. Et on le fait pour les musiciens. Et donc alors, on ne peut pas lire les emails avec, hein, mais en tout cas, il permet vraiment de manipuler quantité d'informations et quantité de choses pour le musicien. Donc c'est un écran, maintenant je l'appelle l'iPad russe. C'est un écran de 12 pouces, super costaud, beer-proof, etc. Enfin vraiment le truc pour les musiciens, quoi. Truc pour les musiciens, pour utiliser sur scène. On est les premiers à faire ça, et on va en fait, l'idée c'est de rajouter de l'interaction et de l'organicité, là où dans le digital on est c'est très droit, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, il y a un truc très carré, et nous on essaie d'y mettre un peu d'organique là-dedans. Et donc tous les petits widgets, tous les trucs qui sont affichés sur l'écran sont complètement modulaires. Vous faites ce que vous voulez avec, c'est vous qui décidez en tant que musicien ce que vous voulez faire avec. Et donc chacun peut faire son propre contrôleur et sa propre interface de jeu comme il le souhaite. Ça a pas mal marché. On a eu quelques musiciens célèbres qui l'ont utilisé. J'ai mis quelques photos à l'appui. Là, c'est Justice. Alors ça, c'était avant qu'il soit vraiment super connu, mais on voit bien sur le bras, sur l'avant-bras là. Donc, on a eu des gens comme Justice qui ont utilisé ce produit. Des gens comme Björk sur la tournée, je ne sais plus laquelle c'était, comment ça s'appelait, Volta, je ne sais plus, a utilisé ça partout sur la planète pendant ses concerts. Et puis on a eu notre apogée avec Daft Punk qui a fait pendant la tournée Pyramide, ils ont fait au Grammy Awards à Los Angeles, avec Kanye West, ils ont fait un show. Et quand ils ont ouvert leur pyramide au Grammy Awards, il y a 4 lémurs sur scène, et ils font le show avec 4 lémurs sur scène, quoi. Donc ça, c'était vraiment top. Alors j'ai une vidéo, mais je crois qu'elle marche pas. Alors, je vais essayer quand même. J'ai essayé tout à l'heure, mais je crois que sur ça. Alors c'est pas mon ordi, j'étais obligé d'utiliser celui-ci. Du coup, voilà, je sais pas si la vidéo elle fonctionne. Voilà. J'ai eu un écran noir tout à l'heure, je sais pas si ça va marcher. Bon, il y a une super vidéo de Daft Punk qui joue avec 4 lémurs. Vous pouvez même croire, vous pouvez aller le voir sur. Ah si, ça va se lancer peut-être. Ça existe sur internet, ça existe. Donc, vous voyez, ils ont plusieurs écrans et il n'y a pas 2 fois la même chose sur les écrans, hein. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. Allez, on arrête là pour le petit coup de Daft Punk. Donc voilà un peu mon passé. Voilà ce que j'ai fait en 2005, ce produit est sorti. On l'a vendu jusqu'en 2010. Et puis évidemment, entre 2005 et 2010, il s'est passé un truc, c'est qu'il y a un appareil qui est arrivé qui s'appelle l'iPhone. Et puis 3 ans plus tard, en 2010, il y a l'iPad qui arrive. Et évidemment, vous imaginez bien que ça va venir. Alors ça a chamboulé la vie de tout le monde, hein, sur la planète, et la mienne un peu plus encore. Et donc on va se retrouver avec. Nous, on a un produit qu'on vend 2500 €, qui est fabriqué à la main, quasiment, voilà, qui est fait à l'unité, on va dire. Et puis on a un géant de l'électronique grand public qui sort un iPad à 500 € et qui fait quasiment la même chose, et en plus vous pouvez lire vos mails, quoi. Donc forcément, pour nous, la vie change un peu aussi. Et moi je vais sortir du monde de la musique pendant 10 ans, en fait. Pendant 10 ans, suite à 8 ans, 8 ans où je sors vraiment du monde de la musique.
De 2008 en fait jusqu'à il y a 2 ans, je sors complètement du monde de la musique parce que finalement, en ayant fait le Lémur, je me retrouve embarqué dans une histoire et dans l'histoire du multitouch, donc dans l'histoire des écrans tactiles. Et la technologie qu'on avait développée pour notre produit, on va aller la vendre sur la planète entière à tous les grands de l'électronique en public, puisqu'il n'y a que Apple qui sait faire ça, et nous, à ce moment-là. Donc on se retrouve dans une position un peu étrange, où nous, on est très peu nombreux à Bordeaux à travailler là-dessus, mais on se trouve avoir fait le truc en même temps qu'Apple, quoi. Donc je ne vais pas vous raconter toute cette période-là de ma vie, mais c'est juste pour vous expliquer que je suis sorti complètement du monde de la musique. Mais vraiment complètement, tellement sorti du monde de la musique que j'arrive à un stade où j'en écoute même plus. Voilà. Quasiment, j'en écoute, mais très peu, et en tout cas, je joue plus du tout, alors que je joue normalement du piano tous les jours. Donc je vais sortir complètement du monde de la musique. Et puis il y a 3 ans, la vie a fait que l'aventure précédente s'est arrêtée, et puis je me suis reposé des questions un peu existentielles, et je suis revenu dans le monde de la musique. Voilà. Et je reviens aujourd'hui avec un nouvel objet dont je vais vous expliquer le propos, et qui est lié à cette question fondamentale de qu'est-ce que c'est qu'un artiste, pourquoi il joue, et on va revenir sur la thématique de l'improvisation. Voilà. Okay. Alors, j'ai quelques supports que je voudrais partager avec vous. J'y vois rien du tout sur cet écran. Ça va jusqu'à présent? Vous arrivez à suivre? Ouais. Alors, j'ai trouvé un petit slide sympa sur Internet. Je ne sais pas si on voit bien. Je vais faire ça, peut-être. Peut-être que ça va marcher, ça. Voilà. Alors, c'est intéressant. C'est un slide de l'histoire de la musique électronique. D'accord. Donc, ça explique. Alors, c'est l'histoire avec les courants musicaux. Hein. Donc, je trouve ça super intéressant parce que, alors, ça commence aux années 50. Et ça finit aux années 2000 à peu près, ou maintenant on va dire, d'accord. Donc c'est intéressant parce que on voit tous les courants musicaux avec et des choses qui sont liées les unes aux autres. Alors ça peut être des courants type on voit Détroit à un moment donné par exemple, on voit bien d'où vient le mouvement techno, là-haut le disco, le dub, etc. Je trouve la représentation super bien faite et je trouve qu'elle elle a le mérite en un slide d'expliquer beaucoup de choses dans les courants musicaux électroniques et comment tout ça s'imbrique. Voilà. Et alors, j'ai pris ça, et en face de ça, puisque moi je fabrique des instruments, vous l'avez compris, et il y a un lien pour moi qui est évident entre la musique qui est créée et puis les instruments ou les outils qu'on met dans les mains des musiciens, évidemment. Parce que les courants musicaux naissent parce qu'il y a des nouveaux instruments, ou en tout cas, peut-être que c'est l'inverse, peut-être que de nouveaux instruments naissent parce qu'il y a un nouveau courant musical qui est en train de se créer. Toujours est-il qu'il y a un lien très, très, très étroit, évidemment, entre l'instrument et la musique qu'on crée, quoi. Voilà. Donc en face de ça, ce que j'ai essayé de faire, j'espère que ça va fonctionner, alors j'ai mis des petites images pour monter un peu les instruments qui sont arrivés à ces époques-là. Et comment, du coup, pourquoi on en est arrivé là. Alors là, je ne sais pas si vous connaissez cet instrument, c'est le thérémine. Alors ceux qui étaient là l'année dernière, je pense que Laurent Deville en a parlé longuement aussi, c'était sympa. Donc c'est la première fois, c'est vraiment, en tout cas à mon sens, c'est vraiment le premier instrument vraiment qu'on peut appeler électronique. Parce que avant on fait des choses avec de l'électricité, mais c'est pas parce qu'on fait de l'électricité et qu'on amplifie un son qu'on n'est pas dans l'électronique, d'accord. Un truc électronique, c'est quand la source sonore est pas acoustique, d'accord. Donc si on prend une guitare électrique par exemple, c'est pas un instrument électronique, parce que la source sonore elle est acoustique et on met des micros pour amplifier ça, d'accord. Donc on passe dans l'ère de l'électronique quand la source sonore n'est pas produite acoustiquement, voilà. Donc c'est fait par des circuits. Donc là, c'est le premier appareil vraiment où on fait de la musique, on crée des sons avec quelque chose d'électronique. Alors pour ceux qui connaissent, c'est intéressant parce que c'est le premier instrument électronique et justement, il est loin d'être une machine. Il ressemble pas à une machine puisqu'en fait le corps entier permet de jouer de cet instrument, et donc il y a une espèce de dextérité qu'il faut avoir des deux mains. Il faut être totalement ambidextre, c'est assez complexe à jouer. C'est comme un violon, donc on joue vite faux, donc il faut vraiment s'entraîner. Donc il y a toute une gestuelle, il y a tout un truc corporel qui est lié à cet instrument. Et c'est à ce jour l'instrument électronique le plus vendu au monde. Hein. Et ça se vend toujours. Et il y a des cours de thérémine comme il y a des cours de violon, quoi. D'accord. Donc c'est quand même impressionnant. Et le truc date
d'avant les années 50. Alors ensuite, dans l'histoire des instruments électroniques, bon, j'ai mis l'orgamone parce que y a une partie électronique à l'intérieur, il y a une partie vraiment de création électronique. Et puis c'est un instrument qui a tellement marqué l'histoire de la musique que vous ne pouvez pas ne pas le mettre. Alors c'est quand même un orgue, donc à la base Amon il voulait faire ça pour remplacer les orgues d'église, hein, donc c'est un peu raté, tout le monde a fait du blues et du jazz avec, mais il avait horreur de ça d'ailleurs. Mais voilà, c'est un instrument qui est devenu mythique, on ne pouvait pas ne pas le mettre dans ce slide. Et puis en bas, alors là, celle-là je l'aime bien cette photo, parce que là on voit des gens en costard devant des armoires informatiques en fait. Hein. Donc ça c'est RCA. C'est les synthés RCA, et un synthétiseur, vraiment pour faire de la synthèse sonore, c'est la première fois, ça ressemble à ça. Donc il faut une pièce grande comme ici, remplie de trucs pour faire de la synthèse sonore, quoi. Dans les années 70, le premier Moog, quand même, hein, Moog qui sort ses premiers synthés. Et là, j'ai essayé d'aligner un peu dans le temps avec les courants musicaux. Alors c'est pas toujours exactement comme il faut, mais c'est intéressant de faire ce raccord entre l'histoire de la musique et les instruments qui arrivent. Et puis, truc très important qui va arriver juste après. Alors là, j'ai mis deux synthés mythiques, mais qui ont une particularité, c'est qu'il y a un Prophète et puis un DX7. C'est qu'on rentre pour la première fois dans des synthés qui sont à la fois entre guillemets portables, hein, puisqu'on peut les transporter avec nous, et qui font de la synthèse. D'accord ? Donc la synthèse, ça veut dire qu'il y a un ordinateur qui calcule le son. C'est ça que ça veut dire. Donc on est bien dans l'ère du numérique. On n'est plus dans l'électronique analogique. Hein. Jusqu'à Moog, on était dans l'électronique analogique. Tout ça, c'est analogique. Et puis à partir des années 80, on utilise des chipsets, donc des puces électroniques, et des petits CPU, des petits ordinateurs, des micro-ordinateurs, pour fabriquer des ondes sonores, d'accord, et pour les calculer. Donc ça, c'est vraiment très très fort, et on va avoir les courants musicaux qui arrivent avec toutes ces nouvelles sonorités, avec des sons assez pauvres d'ailleurs à l'époque, hein, qui sont plutôt assez droits, etc., et pas très charnus en matière, mais ça marque vraiment un tournant parce que c'est les premiers instruments numériques. D'accord ? Alors quand on dit la musique électronique, il y a l'électronique analogique et puis il y a l'électronique numérique. D'accord ? Donc ça c'est vraiment le tournant. Et puis il y a un truc qui va révolutionner tout et qui continue à être toujours là dans les années 80, c'est l'apparition du MIDI, de la norme MIDI et de l'ordinateur personnel. D'accord ? Alors l'ordinateur existait avant, hein, mais ça servait, comme on le voit tout à l'heure, des grosses armoires, c'est pas portable, etc. Les années 80, c'est vraiment le début de l'informatique musicale, de l'informatique personnelle, et donc les gens vont pouvoir avoir des ordinateurs et faire des choses avec chez eux. Voilà. Et le MIDI, c'est la norme qui va permettre de piloter un instrument numérique avec n'importe quoi. D'accord ? Les trucs vont pouvoir se parler entre eux grâce à un langage qui a été inventé à ce moment-là. Là, c'est intéressant de voir tout. Alors là, tous les courants, vous voyez qu'à partir de là, il y a une vague comme ça énorme qui déboule de courants musicaux. Et on va retrouver toutes les sonorités qui sont liées vraiment à cette informatisation de la musique, quoi. Ça va, vous arrivez à suivre ? J'ai rajouté ensuite deux trucs un peu mythiques aussi. Un sampler, les années 80, alors là on est plutôt 90, fin des années 80, début des années 90. Le sampler qui est vraiment la machine. Et là, on voit bien qu'on est passé, hein, on avait des instruments, on passe dans les machines. La machine qui va quand même révolutionner la musique, que ce soit du hip-hop à la techno, etc. Parce qu'on peut échantillonner, donc on peut enregistrer des petits bouts de son et on peut les louper, quoi. C'est la première fois qu'on peut faire vraiment des boucles. D'accord ? Donc c'est le début de la boucle. Ça va avec l'informatique, etc., le MIDI. Donc grâce à cet équipement-là et cette technologie, on va commencer à pouvoir faire de la musique auto-générative, j'ai envie de dire, quelque chose qui va boucler, et avec un tempo fixe, etc. Et là, on va rentrer dans l'ère de tout ce qui arrive derrière, avec un truc qui va être très marquant et qui est toujours là aujourd'hui, qui est que globalement, la musique d'aujourd'hui, elle est binaire. D'accord ? C'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Il n'y a plus de ternaire, c'est fini. Donc à partir de là, on compte en 4 temps et à 120 BPM. Je fais court, hein, mais c'est à peu près ça. D'accord ? Donc on rentre vraiment, à ce moment-là, des années 90, on rentre dans une musique
qui devient très normée, très réglée. En tout cas, en termes de tempo et en termes de dynamique, elle est hyper réglée. Voilà. Et c'est vraiment, si vous écoutez les courants musicaux qui sont derrière, c'est vraiment très flagrant, quoi. Et donc on utilise des machines pour produire de la musique, pour faire les rythmes, pour faire etc., de manière en boucle comme ça. Donc on va avoir des musiques qui peuvent durer très longtemps, et on va se retrouver on va retrouver la trance, etc., des trucs où on se retrouve effectivement dans des phénomènes un peu massifs comme ça, de gens qui se réunissent, qui font la fête ensemble, et il y a une forme de trance qui se met en place quand vous écoutez ces musiques. C'est en boucle, ça vous emmène un peu comme dans les tribus anciennes où on jouait du tam-tam autour du feu, et qu'il y a un truc de trance qui se met en place parce que c'est répétitif et parce qu'il y a ces rythmes qui sont comme ça, très, qui continuent, et qui prennent complètement les gens qui mettent un univers très différent, quoi. Alors par contre, alors il va se passer une deuxième petite révolution. Alors j'aurais dû mettre la bassline avant la TB, mais ça va avec, c'est-à-dire on génère des lignes de basse, qui vont être autogénératives, d'accord, hein, donc il y a un petit séquenceur interne, on met des notes et puis ça joue tout seul la basse. Okay, donc on avait des choses pour faire du rythme, on avait des choses pour faire la basse. Et puis arrivent aussi dans les années 90 les premiers DAW, donc Digital Audio Workstation, qui sont les premiers logiciels multipistes qui tournent sur des ordinateurs. Okay, là, j'ai mis une capture d'écran de Pro Tools, qui est le truc qui a été le plus utilisé depuis les années 90 pour la production musicale. Et donc, c'est un multipiste qui permet d'enregistrer du son sur un ordinateur. Donc, avant, il servait à piloter des machines, et maintenant, il permet aussi d'enregistrer du son. D'accord ? Donc, à partir des années 90, fin des années 90, l'ordinateur va être capable de refaire tout ce qu'ont fait les autres machines. D'accord ? Donc, c'est intéressant de voir ces dynamiques-là. Et donc on voit bien que grâce à une TB, grâce à un DX7 ou à un sampler Akai, on va rentrer dans une ère où une personne physique seule, elle est capable de faire la ligne de batterie, hein, le rythme, la ligne de basse, piloter des synthés, et donc finalement elle devient autonome dans la production de sa musique, et elle n'a plus besoin de faire un groupe. D'accord ? Donc on fait sa musique tout seul, comme un grand à la maison. J'ai rajouté, pour terminer sur ces slides-là, j'ai rajouté deux choses qui me paraissent essentielles. C'est que début des années 2000, il y a deux grosses sociétés qui sont aujourd'hui très connues, une qui s'appelle Ableton et l'autre Native Instruments, qui sont vraiment les deux gros mastodontes qui ont révolutionné une nouvelle fois la création de la musique. On rentre dans des logiciels qui permettent vraiment de refaire tout ce qu'il y avait avant, et donc on émule tous les vieux synthés, on émule même les instruments acoustiques, donc on utilise la capacité de l'ordinateur, la capacité croissante de calcul de l'ordinateur, pour lui faire calculer des sons qui ressemblent à tous les instruments qui ont été créés jusqu'alors. D'accord ? Et on peut faire tout ça à l'intérieur d'un seul logiciel. Et aujourd'hui, Live, c'est le logiciel le plus utilisé sur la planète pour créer de la musique. Et puis, Live, c'est la révolution parce qu'il y a ce phénomène de boucle, hein, dont on a parlé tout à l'heure, où là, on peut vraiment créer des boucles très très facilement, tout se synchronise, il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec le rythme, tout tombe tout seul. D'accord ? Je reviens un peu en arrière, hop. Alors, qu'est-ce que j'avais là ? J'en ai oublié un. J'avais mis quoi ? Alors ça, c'est pas mon ordinateur, vous m'excuserez pour Facebook. Hop. Thibaut, tu attendras. Non, c'est le même, je pense, celui-là. Ah oui, j'ai rajouté un Launchpad aussi, qui est devenu, ces 10 dernières années, l'interface la plus utilisée pour faire de la musique avec des boutons. D'accord ? Donc on a des boutons, on a une matrice de boutons, on peut jouer des batteries, on peut jouer éventuellement des mélodies, et on peut lancer des clips, donc on peut lancer des boucles. Donc ça va être la révolution de ces 10 dernières années, elle est dans ce genre d'interface. On voit tous partout, hein, tout le monde a des trucs avec des... Alors c'est soit le Launchpad de chez Novation, ça peut être le truc de chez Native Instruments, le truc de... Enfin en tout cas, on est toujours dans cette matrice de boutons pour aller déclencher, lancer des boucles et éventuellement faire des rythmes. Voilà. Alors, je
je vais maintenant que je vous ai expliqué un peu tout ça, je ne sais pas quelle heure il est, je ne me rends pas compte si le temps passe ou pas. Je voudrais en arriver au propos de la ah, j'ai pas l'habitude des ordinateurs. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, à mon sens? C'est que effectivement, on est capable d'avoir tout ça qui se crée, et on a une problématique croissante avec tout ça, qui est la place du musicien. D'accord. La place du musicien en tant que performeur sur scène, mais que créateur. D'accord. Et alors c'est génial parce qu'on a plein de machines et on peut vraiment tout faire sur un ordinateur ou sur des machines. Mais la question, c'est effectivement, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Yann en introduction, c'est quoi la place du musicien là-dedans? Okay. Et donc on n'a jamais créé autant de musique qu'aujourd'hui, hein, il n'y a qu'à voir, on n'en a jamais autant écouté et jamais autant créé qu'aujourd'hui. Et pour autant, il y a une forme d'uniformisation de la musique qui est créée qui est pilotée par les outils qu'on utilise. C'est-à-dire que quand vous mettez en boucle quelque chose, vous faites rien d'original, vous faites la même chose que toi. Tout le monde met en boucle le truc à 120 BPM et en avant. Okay, on a l'accès au même son, etc. Et au bout du bout, on est un être humain, donc on utilise des trucs pour piloter, mais finalement, on est, vous voyez, la machine fait beaucoup et le musicien fait peu, finalement, au bout du bout, en termes d'interaction. Voilà. Et ça me paraît très fort, et pour moi, on passe un cap, là, très récemment, qui est hyper important, parce qu'on commence à entendre parler partout d'intelligence artificielle, et on commence à savoir générer de la musique directement, c'est-à-dire que la musique il n'y a même plus besoin de musicien, c'est-à-dire que l'IA, elle fait toute seule, elle crée elle-même des morceaux. Voilà. Alors il y a des trucs assez rigolos, je voulais vous montrer. Alors il y a eu cette fameuse photo, je ne sais pas si vous l'avez vue celle-là. C'est lors d'un gros concert de Sven Väth, je ne sais plus où c'est, si c'est au Sonar ou je ne sais plus, où il est. Ouais, pardon, je vais le mettre en plus grand. Où il est sur scène, il fait son show, d'accord, donc tout le monde est en train de danser, machin, tout ça, enfin voilà. Et puis en fait sur scène, on se rend compte qu'il a son iPhone et qu'il est en train de regarder le match de foot, d'accord. Alors elle a fait un peu le tour du monde celle-là parce qu'en fait, on se dit il se fout de notre gueule, quoi. Hein, il est sur scène et il a son téléphone portable, il a son iPhone et il regarde le match de foot pendant qu'il fait son set, quoi. Ça questionne quand même, quoi. Hein. Ça vient quand même questionner. Il y a une petite vidéo que je voudrais vous montrer qui est celle-là. C'est une petite, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue celle-là. Elle a pas mal tourné. Je vais quand même vous la mettre parce qu'elle n'est pas très longue et je la trouve assez sympa. C'est un peu pour provoquer et ridiculiser entre guillemets la création musicale, mais c'est très intéressant parce qu'on est à un stade. Je ne sais pas pourquoi ça va sur Facebook maintenant. Bon, c'est comme ça. Ah si, c'est Facebook, c'est normal. C'est une vidéo Facebook. On est arrivé à un stade où vous allez voir qu'avec 2-3 ingrédients, on fait un morceau techno. Si ça veut bien se lancer. Ah, le réseau est performant ici. C'est la fruitière numérique. J'ai déjà pas pu brancher mon Mac sur le Vidéoproche. Alors. Non, j'ai pas pu m'empêcher. On va la voir, on va pas la voir. Ouais, c'est long, hein. Bon, vous y regardez, elle est vachement sympa. Vous me croirez sur parole. Donc c'est quelqu'un qui s'amuse à faire une vidéo avec vraiment à la mode, voilà, je prends 3 trucs, je fais cric et à la fin il y a un morceau techno qui est fait en 2 minutes, quoi. Et ça marche, c'est-à-dire que le truc fonctionne, quoi. Donc il y a même eu des commentaires de gens assez connus dans la musique qui sont respectés et qui ont dit aux gars, merci d'avoir fait ça parce que franchement en ce moment la créativité c'est zéro, quoi. Voilà. Et c'est intéressant parce que on peut vraiment faire de la musique techno très, très rapidement, c'est vrai pour pas mal de courants musicaux. Et puis voilà. Et puis arrive ce genre de truc, d'accord. Donc là, ça commence à être, on rentre dans un truc où on se pose vraiment des questions, puisque, alors je vais pas lancer parce que ça marche pas vraiment, mais c'est dommage. Il y a plein de vidéos vachement bien d'intelligence artificielle qui font de la musique,
d'accord, qui créent de la musique. Il n'y a pas d'être humain derrière. Donc c'est des générateurs de musique. Et franchement, vous irez écouter ça, c'est assez bluffant. Ça marche, ça fait des musiques de films, ça fait plein de choses. Donc il y a une société comme Ampère Music qui fait ça. Alors celle-là est quand même intéressante, j'aurais bien aimé vous la montrer, mais je vois que le réseau n'est pas avec moi. Alors là, il y a une chanteuse, entre guillemets, une vraie chanteuse, hein, mais toute la musique a été générée de manière par une intelligence artificielle. Tous les arrangements, etc. Tout a été produit par une IA. Et elle chante par-dessus, mais finalement, quand on la regarde, en plus avec son visage hyper lisse, on se demande même si c'est vraiment quelqu'un, en fait. Donc c'est assez troublant, parce qu'on ne sait plus si c'est vraiment quelqu'un ou si c'est pas un truc en 3D super bien fait, quoi. Donc on rentre vraiment dans un univers très nouveau, où la musique qu'on écoute, on ne sait même plus si elle est fabriquée par des êtres humains, si elle est jouée par des êtres humains. Et, voyez où on en est. Voilà, c'est quand même... et c'est l'évolution de la musique et de la création musicale, et on en est là. Donc d'un côté, on a des IA qui produisent des musiques. Alors il y en a plein. Hein, je pourrais partager ça d'ailleurs si vous voulez, pour aller voir après. C'est assez intéressant. Là, typiquement, ça c'est Sony. Donc Sony, ils ont un labo qui s'appelle Sony CSL, qui travaille sur beaucoup d'algorithmes, etc. Ils ont mis au point des algorithmes et des IA qui permettent de prendre un style musical et de faire jouer, de générer des musiques à la. Donc là, il y a un morceau à la Bach, d'accord ? Et ça marche, c'est-à-dire qu'on l'écoute, franchement, ça ressemble à du Bach, quoi. Il n'y a pas de problème. Ils ont fait d'autres choses, ils ont fait... alors celui-là, il est super, ils ont fait une chanson dans le style des Beatles. Voilà. Bah, c'est une chanson dans le style des Beatles. Okay. Et ils vont plus loin que ça. Si vous allez sur Internet, vous verrez qu'ils arrivent aussi à faire la même chose, à faire créer à des IA des paroles. Et donc, ils arrivent à faire une chanson à la Beatles avec des paroles à la Bob Dylan. Et puis après, on peut changer les paroles. On peut dire non, finalement, je préférerais avoir des paroles à la Queen. Mais c'est juste bluffant, c'est-à-dire que ça marche. C'est-à-dire que ça fait un morceau, quoi. Voilà. Vous avez suivi? Tout va bien? Vous n'avez pas fait trop peur? Voilà, il y en a plein. Vous regardez, il commence à y avoir vraiment et aujourd'hui, c'est même un business, c'est-à-dire que les gens vendent des services. Hein, notamment ici, ils vendent des services pour créer des musiques à la demande, quoi, hein. Donc vous cliquez, vous voulez une musique pour votre film ou pour votre reportage, machin, à la télé, vous choisissez le mood, donc ce que vous voulez comme style, plutôt comme ci, comme ça, et ça vous génère une musique. Voilà. Et ça la génère en quelques secondes, quoi. C'est dommage, j'ai plein de vidéos, mais Alors, j'étais revenu un peu en arrière dans le temps, ça m'intéressait de montrer quand même, là c'est Herbie Hancock, on peut la mettre celle-là, hein, ouais, ce serait pas mal, hein. On va essayer. Je reviens un peu en arrière dans le temps, mais c'est intéressant parce que là c'est le début donc, de l'informatique musicale, hein, donc il va jouer you are sculpting. Ouais, avec You're sculpting, just like Jones in the synthesizer, they're taking a pure electric signal and sculpting it into something of beauty. On va la mettre en entier. Yeah, right. Alors là, il joue d'un son synthétique, d'accord? Mais il en joue comme d'un clavier, quoi. D'accord? Donc il prend son pied, il est dedans, il y a le groupe, il y a tout ça, quoi. Et puis là, ils vont faire au Fairlight la rythmique. Into this device, which will bring it up on the keyboard. What is rhythm? Is it like a sound or a combination of sounds? It's a Alors, il explique tout le machin, comment ça marche, tout ça. Bien stylé, c'est assez rigolo. Donc il programme, c'est la première fois qu'on programme une séquence rythmique sur un ordinateur. Donc il sélectionne ses sons, ses machins, et puis il fait le pattern. Ok. Donc il se marre bien, tout ça. Et puis voilà, il a créé un petit pattern rythmique. Il va retourner à son clavier et il va jammer dessus, quoi. Change
un peu le tempo, on accélère un peu le truc. Et ça groove. Hein, d'accord, ça marche. Bon, après, c'est Herbie Hancock. Et pourquoi ça groove? Vous l'avez vu dans son corps, dans sa gestuelle? C'est pour ça que ça groove. Parce que c'est un putain d'être humain. Il fait le truc devant vous, quoi. C'est pas la rythmique qui groove, hein. La rythmique, elle groove pas. C'est lui qui groove par-dessus. Et là, il est en train d'improviser. Il n'a pas préparé son truc. Il est devant son machin, il y va, quoi. Bon, moi, je peux la regarder des heures, mais je vais l'arrêter parce que c'est pas le propos. Mais vous voyez, c'est intéressant, quoi. Il y a une gestuelle, il y a un truc. Le mec, il est là, il joue, quoi. Il joue avec des instruments numériques, mais il y va, quoi. C'est lui qui le fait. Vous voyez, voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre d'intéressant là-dedans? J'ai beaucoup de mal avec ce trackpad, vous m'excuserez. Sortant de mon Mac, j'y arrive pas. Alors celui-là, bon, je n'avais pas le temps de le montrer, ça c'était intéressant. C'est aussi un extrait d'une musique de Max Matthews et John Schoening, où c'est plutôt des scientifiques de la musique, hein, et c'est un morceau de piano qui est accompagné lui-même par un ordinateur qui joue du même piano. Donc en fait, il y a le mec qui joue du piano, et en même temps, on voit les notes qui s'enfoncent toutes seules, et qui sont faites par l'ordinateur, quoi. Donc il y a une espèce de truc hyper troublant. Et donc, je vais en venir au propos. Donc, vous avez compris qu'il y a d'un côté des machines, et puis finalement de l'autre côté ce qu'on appelle des instruments. Et la sémantique, elle est hyper importante. Et aujourd'hui, les musiciens d'aujourd'hui, électroniques, ils achètent des machines. D'accord ? Ils font de la musique avec des machines. On n'appelle pas ça des instruments. Ça s'appelle pas un instrument. Alors, d'un côté, quelqu'un qui fait du violon, du piano, on se pose même pas la question, c'est un instrument de musique. Par contre, un musicien électronique, il achète ça, d'accord ? Et on appelle ça des machines. Voilà. Donc on fait bien de la musique avec des machines, et non plus avec des instruments. Et c'est quoi la grosse différence ? Ben, la grosse différence, c'est ce que je viens de vous expliquer juste avant. C'est le corporel, c'est la seule différence, c'est comment est-ce qu'on interagit avec ça. Et un instrument de musique, à quoi ça sert, quoi ? Ça sert à quoi ? Au-delà de produire des sons, ça sert aux musiciens à s'exprimer. D'accord ? C'est un média pour s'exprimer et pour faire passer ses émotions et pour parler à votre auditoire. Ça sert à ça, un instrument de musique. Et avec les machines, on arrive à une ère aujourd'hui où les machines autogénèrent de la musique. Et là, on en est rendu à un stade où la machine, je viens de vous l'expliquer juste avant, elle n'a même plus besoin du mec derrière pour tourner les boutons. Elle le fait toute seule. C'est quand même... c'est une drôle de mise en perspective. J'ai repris des instruments basiques. Ok, ça tout le monde connaît. L'interface elle est simple, on tape sur une peau qui est tendue, ça fait boum. Et avec ça on peut faire des rythmes, et voilà. Et ça c'est sur la planète depuis, j'ai pas fait le calcul, mais des dizaines de milliers d'années, quoi, des centaines de milliers d'années. D'accord ? Les gens font de la musique avec ça depuis tout le temps. Et donc ça c'est un exemple. J'ai mis un violon, la corde, tendre une corde, d'accord, et faire dong 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 avec. C'est la base. Voilà, on génère une fréquence, etc. Machin. Et avec ça, on est capable de s'exprimer. On est capable de faire passer ses émotions grâce à ça. Oui. Je continue. Une trompette. J'aurais pu mettre un autre instrument avant. Et le fait de prendre le souffle qui est là et de l'envoyer à l'auditoire, quoi. Vous voyez la puissance que ça a ? Ça, c'est humain. Là, on est en train de parler de quelque chose qui est super humain, où il n'y a pas plus humain qu'une trompette ou quelque chose. Ça ressemble vraiment. C'est quelque chose qui vient de là et qui part et qui sort et qui va vers les gens. Le piano, voilà, je vais vite. La batterie et même la guitare électrique, quoi. Quand vous voyez une photo ou un live de Jimi Hendrix ou de je sais pas qui à la guitare,
Enfin, je veux dire, on ne se pose même pas la question de est-ce que c'est lui qui est en train de le faire, quoi. Il est juste en train de vous transmettre un paquet d'émotions qui ça fait des frissons partout. J'avance parce que je vois l'heure qui tourne. Faut me dire, un timekeeper, je sais pas qui est. Alors j'ai mis quelques photos, pareil, d'artistes qui moi me sont chers, mais parce que c'est pour vous montrer. J'essaie de montrer la différence, à mon sens, qu'il y a entre les musiciens avant l'ère électronique et les musiciens après l'ère électronique. D'accord ? Miles Davis avec sa trompette, pareil. Vous vous posez pas la question. Vous voyez le mec souffler dans le truc, il vous parle. D'accord ? Rien que la photo déjà ça parle. Il n'y a même pas besoin de l'entendre. Un petit batteur, pas très connu. La même chose. Vous voyez, le mec, il est dedans, quoi. Il est en train de jouer. C'est lui qui joue. Il est dedans. C'est son corps qui fait le truc. Celle-là, elle est incroyable. Ça se passe de commentaires. Voilà. L'émotion, elle est là, quoi. C'est ça qu'on vient chercher. Un violoniste, etc. D'accord ? Donc, c'est intéressant d'ailleurs sur toutes les photos que je viens de vous montrer. J'ai pas fait exprès, mais je crois que les 4 musiciens, ils ont les yeux fermés. Ils ont les yeux fermés. Ils sont en train de jouer de la musique sur scène devant des milliers de personnes. Ils ferment les yeux. Ils sont dans leur truc. Ils viennent chercher là et ils donnent à tout le monde. Ils n'ont pas besoin de lumière, de machin dans tous les sens pour les guider, quoi. D'accord ? Ils sont dans leur truc. J'avais un pianiste aussi, mais je vais le passer. Je passe tout ça, c'est pas très. Allez, je m'arrête là pour les photos. J'en avais d'autres, mais c'est pas grave. Alors, du coup, vous avez compris un peu mon propos, etc. Et tous les gens que je viens de vous montrer au-dessus, c'est des improvisateurs. C'est des gens qui sont sur scène et qui jouent en live et qui font, entre guillemets, qui se mettent en danger. D'accord ? Parce que l'improvisation, c'est se mettre en danger. C'est faire des choses où on s'appuie sur évidemment un background, quelque chose qu'on a travaillé pendant des années, mais on se met en danger. On se met en danger, on teste, et on peut faire des choses et on peut se tromper. Voilà. On a le droit de faire des fausses notes, on a le droit d'être à côté du rythme, hein. On a même le droit de se gourer d'accords. Ça fait partie du truc, quoi. Et ces gens-là, ils se trompent, mais c'est pas grave. Ils continuent et ils le font, et ils font passer les émotions comme ça. Et à contrario, dans la musique électronique, on a, je vais quand même prendre cette photo, parce que je la trouve assez emblématique, même si je les aime beaucoup, mais on a ce genre de... Les scènes ressemblent à ça, hein, aujourd'hui. Donc vous voyez la différence, là, là c'est Daft Punk en l'occurrence, mais c'est vrai à peu près pour tous les shows. On a remplacé la prise de risque du musicien par des lumières. C'est un show lumineux, quoi. C'est un show lumineux. Il n'y a que les lumières qui bougent. Et le mec qui fait les lumières, en plus, il n'est même pas sur scène. D'accord ? Donc il y a une espèce de... On ne voit plus le musicien, il n'est plus là. D'ailleurs, on ne sait même pas ce qu'il fait, en fait. Donc c'est cette problématique scénique qui est vraiment importante et qui, moi, me tient à cœur. Et c'est pour ça que je travaille sur des nouveaux outils. Et vous pourrez venir tester après ce qu'on est en train de faire avec Arnaud à Bordeaux. On vient de sortir un nouvel instrument. Alors, on l'appelle un instrument parce que, en l'occurrence, il ne fait pas de son. Mais par contre, il permet de jouer des sons numériques et des sons électroniques en essayant de retrouver cette âme qu'ont les instruments traditionnels acoustiques. Okay ? Donc ça passe par quoi ? Ça passe par un objet, vous verrez, qui n'a pas de lumière. On a fait un truc qui est en bois, qui n'a pas de lumière, d'accord ? Il n'y a pas de feedback lumineux, il n'y en a pas. C'est pas un truc où vous faites des boucles et des machins. Vous jouez avec votre corps, voilà, et vous prenez des risques, et vous vous mettez en danger. Pour autant, on le branche sur un équipement informatisé, ça peut être un ordinateur, un téléphone, n'importe quoi, qui lui va produire le son, mais on va venir jouer de toute cette capacité musicale qu'ont les machines, si je reviens à mon slide du début, là. Hop, celui-ci, là, non, c'est au-dessus encore. Voilà, si je reviens ici, toute la capacité que je vous ai expliqué tout à l'heure de ces machines, elle est réelle et on fait des sons incroyables. Il y a quand même une puissance là-dedans qui est qu'on a généré des musiques qu'on ne peut pas faire avec les instruments traditionnels. On ne peut pas les faire parce que typiquement, produire des sons, le son d'une TB, il n'y a qu'une TB qui sait le faire, quoi. Vous voyez ? Donc l'électronique a amené, et toute cette histoire a amené une richesse sonore qui n'était pas là, une palette sonore qui est incroyable. Mais la problématique, c'est qu'on efface l'être humain, quoi. Vous voyez ?
Et moi, personnellement, j'ai pas envie d'aller écouter de la musique qui est faite par une IA. Parce que moi, pourquoi je vais écouter des gens faire de la musique? C'est parce qu'ils ont quelque chose à me transmettre en tant qu'être humain. Ça ne m'intéresse pas qu'une machine me dise ou me donne mes goûts. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un non-sens. On écoute des artistes parce qu'ils ont quelque chose à dire. Ils ont quelque chose à dire, ils ont quelque chose à faire passer. Donc voilà, le propos, c'est pour ça que je refais des instruments comme ça. Je vais juste faire deux, trois sons pour illustrer un peu le propos. Je ne veux pas faire de morceaux parce que j'ai pas le temps. Mais l'idée ici, est-ce qu'on a du son? Alors. D'accord? Vous voyez les petits gestes là que je fais? Donc là, je suis en train de jouer devant vous. En vrai, alors c'est l'ordinateur qui fait le son, mais vous voyez que ma gestuelle, elle va venir changer le jeu. Donc, et puis ce son, on peut venir le moduler. On peut jouer du piano, comme ça, enfin, avec quelque chose qui ressemble à un piano, et puis on peut l'enlever, et puis on peut remplacer ça par quelque chose qui ressemble à une guitare. Et là, de la même manière, ok? Je vous fais passer un peu des émotions. Voilà, parce que je fais le truc devant vous, ok? Donc le propos de ce genre d'instrument, et c'est où je voulais en venir, c'est que pour moi, on rentre dans une ère où il faut remettre l'humain au centre, quoi. L'organique et l'humain au centre. Allez pas voir des musiciens s'ils ne se mettent pas en danger sur scène. Ça veut dire qu'ils n'ont rien à vous dire. Et s'ils n'ont rien à vous dire, c'est qu'ils n'ont pas de propos artistiques. D'accord? L'art, ça sert à dire des choses, ça sert à dire ce qu'on a compris du monde. D'accord? Ça sert pas, alors, après, on peut aller, on a le droit d'aller danser sur de la musique et tout ça pour se faire plaisir, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, en termes d'intention musicale, allez voir des artistes qui se mettent en danger. Je pense que le mec que j'ai vu le plus faire ça ces dernières années, je l'ai vu ici l'année dernière, c'est Jacques, quoi. Le mec, il monte sur scène, il fait la came devant vous, quoi. Il n'y a pas de doute, d'accord? Voilà, il se met en danger. Il se met en danger tous les soirs. Mais ça, je trouve que on voit, il y a plein d'artistes comme ça qui commencent à arriver, qui ont compris ça, qui sont en train de le faire. Mais moi, mon propos, c'est de dire, allez voir ces gens-là, quoi. Aidez-les. Parce que sinon, de toute façon, on peut écouter le top 10 des musiques sur Spotify. Je ne l'ai pas fait, mais c'est assez bluffant. Vous écoutez le top 10 mondial des musiques sur Spotify, c'est navrant de pauvreté. Voilà. Tout est pareil. Voilà. Une ligne de basse, toujours la même, un petit rythme, un petit charlet qui fait... Et une voix qui fait... Voilà. Et c'est ça. Et c'est tout, quoi. Et ça, je déconne pas, hein, allez écouter. Et ça, n'importe quelle IA est capable de le faire. Et d'ailleurs, à mon avis, moi, c'est déjà plus des humains qui font ça. Hein. C'est ce que j'en pense. Pascal, on va devoir... Ouais, on doit couper, c'est ça, je dois m'arrêter. Pourtant, c'est super intéressant, mais comme on a dit qu'on ferait un petit temps d'échange, donc je suis sûr qu'après cette présentation et ta vision des choses, il y a sûrement des gens qui ont des petites questions. Le plus dur, c'est le premier, en fait. Après, ça va être tout seul. C'est parti. Ah ben voilà, super. À ton avis, quelle est la limite? Là, tu parlais de Jacques, en fait, en live, ouais. Musique électronique, mais par exemple, des artistes comme Kink ou comme Am, ouais. je pense à Frank Wiedemann pour le live. Est-ce que ces artistes-là, pour toi, ils se mettent en danger ou pas? Ou est-ce que c'est plutôt facile Non, je pense qu'il y a une mise en danger. Je pense qu'elle est là, la mise en danger, mais le problème, c'est qu'elle ne se voit pas, elle ne se comprend pas. C'est un problème de compréhension du public et de lien
qui peut se faire avec le public. Je pense qu'il y a une vraie prise de danger. Hein. Je ne dis pas que c'est simple de faire ce qu'ils font, c'est pas mon propos. Mais je pense que ça se comprend pas. Bonjour à tous. J'avais une question par rapport à l'IA. Est-ce que c'est des musiques qui permettent véritablement d'apporter de la nouveauté dans la créativité ou simplement elles sont calquées sur des modèles préexistants, comme tu parlais tout à l'heure, par rapport à faire de la musique à la... Aujourd'hui, c'est beaucoup du à la. C'est-à-dire ça ressemble à... Où en fait, on rentre dans les machines plein de musique et puis ça va générer de la musique à la machin, à la bidule. Mais beaucoup de musiciens font ça. Hein. C'est-à-dire qu'il faut quand même être honnête. Je pense qu'on est 99% de musiciens à faire à la. Et il y a très peu de gens qui innovent vraiment à un moment donné, qui lancent un style. Donc finalement, c'est plutôt à la. Elle ne crée pas de nouveaux styles, parce que de toute façon, ça, moi c'est mon avis, je pense que ça restera humain. Mais par contre, elles font très bien à la. Ouais. Mais du coup, ça signe la fin des pionniers, quoi, finalement. Parce que parfois, sur un parmi 1 million, il y en a un qui sort quelque chose qui fait que ça crée les mouvements. Ouais. En probabilité, c'est faible, mais avec l'IA, ça n'existe plus. La probabilité tombe à 0. Ouais. Après, moi, mon sentiment, c'est que justement, il y a un truc qui est en train de partir comme ça. Il y a le monde des machines et de l'IA, et puis après, il y a le monde de l'humain. Mais mon propos sur la musique, il est vrai j'aurais pu le faire sur. On peut l'appliquer à tous les arts, et on peut l'appliquer à beaucoup de choses au niveau de l'humanité. Et donc c'est vraiment le moment, en ce moment, là, ce qu'on vit, hein, nous tous ici, c'est que les IA sont en train d'arriver et qu'il y a ce truc qui est en train de se passer. Voilà. Et donc moi, mon sentiment et moi ce que j'ai envie de défendre, c'est la place de l'humain. Et la place de l'humain, c'est le corps. D'accord ? Donc c'est la gestuelle, c'est tout ça. C'est ce que je fais devant vous là. Je suis pas, vous pouvez venir me toucher, je suis réel, quoi. D'accord ? Donc c'est ça. C'est ça qu'il faut à mon sens, défendre et aller pousser, quoi. Voilà. Enfin, moi, c'est mon parti pris, en tout cas. Il y a d'autres questions ou des remarques ou des Est-ce qu'il est, pardon ? De la part du musicien, vous voulez dire ? C'est une bonne question. On n'a pas parlé parce que j'ai pas le temps, puis il m'aurait fallu 3 heures. Mais il y a effectivement le problème de la technicité et ce qu'ont amené les machines, c'est qu'il y a quand même, c'est vachement plus simple de se mettre à la musique et de créer quelque chose de zéro que si on prend un violon. Okay ? La plupart des gens qui ont commencé le violon ont arrêté. Je prends le violon, j'aurais pu dire le piano, c'est pareil. Tous les instruments traditionnels, il faut 15 ans avant de sortir un truc à peu près correct. Vous achetez un launchpad, en 2 heures, vous faites un morceau. D'accord ? Donc, donc effectivement, il y a la notion de l'apprentissage. Et oui, il faut un peu de technicité. Ce que je vous ai fait là, moi je suis pianiste, un peu guitariste, etc. Donc j'y arrive. Mais néanmoins, il y a un truc aussi, vous prenez ça. Alors pour le coup, je ne suis pas batteur. Je le dis en connaissance de... D'accord ? Ok. Et là, vous voyez, on peut quand même, par la gestuelle, on peut développer rapidement, on peut découvrir, et puis créer des rythmes, etc. Il y a une facilité d'utilisation. Ce qu'on a réussi à faire avec le jouet, puisqu'il s'appelle comme ça, c'est qu'on enlève quand même la difficulté des instruments traditionnels qui sont dans la tenue, dans la gestuelle, qui est très compliquée, qui est très complexe. Là, avec un truc qui est super tactile, super évident, super ludique. Donc on redescend vraiment la marche d'escalier en termes d'apprentissage. Il y a d'autres questions dans l'Assemblée, messieurs, dames ? Non, c'est fini ? Bon. Ouais, c'est ça. Merci. Merci. Merci Pascal. Alors vous pourrez retrouver Pascal cet après-midi à 14h15 sur la scène de la Fruitière pendant 30 minutes. Très bien. Ça va ? Parfait. Donc si vous êtes arrivé un petit peu à la bourre ou si vous voulez revoir la conférence, elle sera en ligne ou elle est très prochainement. Voilà. Maintenant, on va enchaîner avec la neuropsychologie de la musique, avec Nelly Darmon. Ça, hein ? C'est comme ça. Donc Nelly, pendant 1 heure, va vous présenter les pouvoirs des fréquences
sur nos neurones, ceux qui restent. Et pareil, cette conférence sera enregistrée et vous pourrez la retrouver plus tard.